Bonjour Thomas Reverdy et merci de venir ce soir à la Galerne. C'est pour l'hiver du mécontentement que nous vous accueillons. Votre roman pour lequel vous venez de recevoir le prix Interallié 2018 et qui est paru aux éditions Flammarion. Elle venait d'avoir 20 ans, c'est un âge où la vie ne s'est pas encore réalisée, où tout n'est encore que promesse ou menace. Elle, c'est Candice, c'est votre héroïne. Pourquoi la faire vivre dans cet hiver anglais de 1978-79, Candice ? À vrai dire, c'est d'elle que tout est parti. J'avais surtout envie de la faire vivre, elle. J'avais envie de son énergie, de sa jeunesse, de son vélo, de son désir de devenir comédienne, de son espèce d'appétit de vivre et de s'en sortir et de se tailler une place dans un monde pas toujours facile. Et l'arrière-plan, enfin la ville de Londres, et puis la fin des années 70 qui voit en quelque sorte la fin d'un monde et l'avènement d'une autre, c'est venu ensuite. C'est venu parce que c'était sans doute le bon endroit et le bon moment pour elle, justement pour se faire une place à un moment où les choses sont en train de changer, où les choses sont en train de devenir dures, un peu plus violentes, un peu plus méchantes aussi parfois, et où l'économie, la façon de faire de la politique, la façon de traiter les jeunes gens ou les chômeurs ou les pauvres est en train de se durcir. On est en train de sortir des 30 Glorieuses. Margaret Thatcher va arriver au pouvoir et voilà, on est à un moment de bascule. C'est un but pour vous avec ce livre ou dans d'autres de vos ouvrages pour l'auteur que vous êtes de saisir ce moment de bascule, cette atmosphère de bascule. C'est un défi. Oui, je crois. Alors, c'est vrai que j'ai souvent situé les histoires l'arrière-plan des romans ou les histoires de mes personnages dans des mondes comme ça, soit en train de basculer, soit des mondes en ruine ou en proie à la catastrophe. Le précédent se situait à Détroit au moment de la faillite de la ville, celui d'avant dans le Japon de l'après Fukushima. Alors j'ai pas de goût morbide pour la catastrophe, mais ce qui m'intéresse à propos des personnages et dans les romans en général, enfin je veux dire même ceux que je lis par ailleurs, c'est la question du choix. Comment est-ce qu'ils arrivent à dessiner un parcours, à transformer une vie en destin, à devenir un personnage en faisant des choix. C'est ça qui est intéressant parce que c'est ça qui pose des questions morales et psychologiques intéressantes et politiques aussi. Et cette question du choix, elle est particulièrement évidemment présente et aiguë dans les moments de crise comme ça, dans les moments de bascule. Parce que du coup, le fait de faire des choix n'engage pas que les personnages, ça engage aussi leur façon d'habiter ce monde qui est en train de changer. Peut-on dire que le livre donne aussi à vivre la montée en puissance de deux femmes, donc de Candice, qui est un personnage de fiction, et du personnage de la personne qui ayant existé, qui est Margaret Thatcher. Et aviez-vous prévu la confrontation finale ? Enfin, comment est-ce qu'elles se rencontrent ? Où est-ce qu'elles se retrouvent ? Alors, j'avais pas tout prévu. Évidemment, Margaret Thatcher faisait partie justement de l'histoire secondaire, en quelque sorte. C'est pendant que Candice essaye de faire sa vie et qu'elle rêve de devenir comédienne, on est à un moment, l'hiver 78-79, où l'Angleterre est petit à petit paralysée par des grandes grèves et où le gouvernement travailliste de l'époque est décrédibilisé. Les gens n'y croient plus, ils en ont assez. Et c'est le moment que choisit Margaret Thatcher pour faire une campagne très habile, très moderne. Elle fait appel à un cabinet de publicistes. Elle a une campagne assez mordante, assez drôle d'ailleurs, et très bien orchestrée. Et elle arrive au pouvoir. Et c'est vrai que c'est un moment de bascule pour le monde entier, parce qu'avec Reagan aux États-Unis et Thatcher en Angleterre, on peut dire que c'est vraiment là que va se jouer ensuite la mondialisation, la financiarisation de l'économie et toutes les choses qu'on subit encore de nos jours, évidemment. Et donc, j'ai cette arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir. Mais c'est pas mon personnage principal. Et j'ai plusieurs points de jonction. Je sais, par exemple, alors ça c'est avéré parce que c'est dans sa biographie, dans son autobiographie, etc., que Margaret Thatcher, elle a pris des cours de diction. Donc,
y a une première, enfin, c'est l'occasion d'une première scène où elle rencontre ma jeune comédienne là, parce que du coup, elle va prendre des cours d'édition dans le théâtre où la jeune femme répète son rôle. Et puis petit à petit, comme elle répète un rôle de Shakespeare qui a un lien fort avec justement la conquête du pouvoir et la dureté, la violence, la tyrannie du pouvoir, du coup petit à petit est venue l'idée d'une confrontation finale. Mais dans la confrontation finale, évidemment, ma jeune comédienne, ça reste une jeune comédienne. Donc elle ne peut pas gagner, l'autre est déjà première ministre. Donc du point de vue de la réalité, elle ne peut pas gagner. Sauf qu'elle arrive avec ses espoirs et ses rêves de jeune femme qui veut devenir quelqu'un et devenir artiste, et puis elle arrive avec le texte de Shakespeare. Elle arrive avec toute la culture, toute sa réflexion et les mots de Shakespeare qui lui donnent tout à coup une force, et ça par contre j'y crois, dur comme fer, une force qui lui permet d'avoir toute légitimité en face de Thatcher, fût-ce la première ministre. Et ça, c'était très important pour moi aussi, le fait de dire ça, de dire que la culture, l'art, c'est quelque chose qui aide vraiment à résister. C'est non seulement qui donne du recul sur sa propre vie, mais qui donne vraiment des armes pour ne pas subir la violence du pouvoir, des humiliations, des vexations, des jalousies, etc. Est-ce qu'on peut dire que ce rôle que va travailler Candice, donc le rôle de Richard III, c'est une façon aussi pour elle de se fabriquer une conscience politique ? Oui, alors qui reste chez elle assez flou, parce qu'on est dans des années où elle écoute de la musique punk, où elle participe au mouvement parce que simplement c'est des copains étudiants, et voilà. Donc elle est pas spécialement, elle n'a pas d'engagement politique très très clair, Candice. Mais elle s'engage par l'exemple, elle s'engage parce qu'elle est engagée dans la vie, quoi. Elle s'engage par générosité en quelque sorte. Et puis elle illustre aussi cette espèce de... alors ça, c'est quelque chose qui m'obsède aussi depuis plusieurs romans, cette résistance de l'humanité à toutes les violences qu'un système extérieur peut lui faire subir, quoi. Soit un effondrement, une catastrophe, une crise, un changement de régime, ou éventuellement une violence politique, comme ça, plus dirigée, plus frondaire. Comment est-ce que l'humain résiste ? L'humain, il résiste par ses amitiés, ses rêves, ses amours, son rêve d'art aussi, et puis voilà, ici les mots de Shakespeare par exemple qui servent aussi de béquille, quoi, de viatique pour passer cette épreuve, cette résistance. On sent une pulsation, une forte pulsation à la lecture du livre, pardon. La pulsation du livre dans le livre, et qui est donnée aussi par le corps de Candice et puis dans le corps de la cité. On parlait d'organisme quasiment, de la cité. Mais vous aussi, avec vos propositions musicales, y avait-il là un enjeu aussi pour l'écrivain, donner une pulsation au récit, composer autour d'une pulsation ? Alors il y avait plusieurs enjeux. Moi, la musique est arrivée au départ simplement comme une espèce de documentation. C'était pour moi une façon d'être en 1979. Simplement parce qu'on a beaucoup de mal à se représenter la ville elle-même en 79, parce qu'en fait elle a énormément changé. En revanche, il suffit d'écouter un disque pressé en Angleterre cette année-là, et au bout de 3 mesures, on est à Londres, quoi. Donc au départ, c'est arrivé comme ça. Mais c'est vrai que cette musique, elle n'est pas anodine non plus. C'est le punk rock, et c'est une musique qui est très contestataire, mais qui est à la fois, comment je pourrais dire, à la fois violente et drôle. C'est-à-dire, elle était vécue comme un peu violente parce qu'elle était provocatrice, etc. Mais en fait, elle était aussi très drôle, très ironique, très justement provocatrice, mais avec un côté potache, quoi. Tous ces gens avaient 18 ans, quoi. Et effectivement, à partir du moment où la musique a été là, je me suis rendu compte qu'elle donnait du rythme, elle donnait de l'énergie. Elle donnait du rythme parce que c'est des chapitres courts, parce qu'on passe de Candice en famille à Candice avec ses amis, à Candice au théâtre, aux grèves qui montent, à Thatcher en train de manœuvrer. Et donc on passe de l'un à l'autre assez rapidement. Et la musique aide aussi à être dans cette énergie de cette jeune femme. Alors le vélo aide aussi, en fait. Le fait qu'elle fasse du vélo,
c'est le même genre de truc, quoi. Pour moi, c'était très important parce que ça voulait dire qu'elle était aussi dans un mouvement à travers la ville et dans cette jeunesse, quoi. Et puis, il y a autre chose qu'amène la musique et qui était intéressant, qui a à voir avec Shakespeare et ce qu'on disait sur la culture et l'art qui donne de la force, c'est que toutes ces stars de la pop, en fait, du rock, du punk, de la pop musique, n'importe, qui sont nées effectivement en Angleterre, avec les Beatles, les Rolling Stones, et puis ensuite David Bowie, et puis ensuite le punk. Toutes ces stars, ce sont des gens de la working class. C'est-à-dire ce sont des gens dont les parents sont les mêmes que les parents de Candice, des ouvriers, des gens qui se retrouvent au chômage, mais par leur art, ils deviennent des gens que les sénateurs, les députés, les bourgeois, la reine elle-même sont obligés de prendre en compte. Et à la fin, Paul McCartney est anobli, etc. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça peut être... Enfin, d'ailleurs, ce sont des idoles pour la jeunesse. Ça peut être comme ça des modèles intéressants de gens qui s'en sortent par l'art, quoi, et dont l'art excède les classes sociales, les classements, la sociologie, quoi, en fait. L'art, c'est quand même ce qui permet de transgresser. Enfin, c'est vraiment avant tout ça. Et donc ça, c'est très visible dans la pop culture, en fait. Mm-hmm. Quel travail pour arriver à... C'est une grande question, peut-être vous ne pourrez pas y répondre tout de suite, mais à la souplesse dans l'écriture, dans le récit, pour arriver à mêler tout ça. Je sais, bon, ça c'est la façon de travailler, on pourrait en parler pendant longtemps, mais pour faire une réponse plus simple, je crois que j'ai été très porté par le personnage lui-même, et notamment le premier chapitre qu'on lit aujourd'hui quand on ouvre le roman, c'est vraiment le premier chapitre par lequel moi j'ai commencé quand j'ai écrit le manuscrit. D'une manière générale, j'écris dans l'ordre, mais il se trouve que là, le premier chapitre, en plus, il est resté vraiment à peu près tel quel, au mot près, du début à la fin, et en fait il m'a donné le ton, c'est-à-dire j'ai mis Candice sur son vélo. J'ai filé dans Londres au milieu des voitures à 6h du matin, dans le petit matin, là, pour aller vers sa répétition de théâtre. Je ne savais pas encore quel rôle elle allait jouer, qu'est-ce qu'elle allait faire là-dedans, est-ce que c'était qu'avec des filles, mais j'étais là sur son porte-bagages et je savais qu'il n'y avait plus qu'à essayer de tenir le rythme, essayer de la suivre pour voir jusqu'où elle pouvait m'emmener. Je crois que c'est ce premier chapitre qui a donné comme ça le ton et le rythme en même temps. À la fin du livre, on ne sait pas ce que deviendra Candice. Vous laissez une porte ouverte, là. Mais je crois qu'elle, elle devient comédienne, quoi. Quand elle est là et qu'elle est à la fin sur scène, dans les projecteurs, debout face à Thatcher, en totale, comment dire, elle a une pleine légitimité pour se dresser là. Parce que ça y est, elle est devenue comédienne. Donc, alors après, je ne sais pas si elle aurait une grande carrière, mais je crois qu'elle a réussi à surmonter les épreuves, parce qu'elle en rencontre quelques-unes quand même dans le roman. Elle a réussi à les surmonter. À la différence peut-être du personnage masculin, qui lui est plus dans une forme de renoncement et il est obligé de passer la main, il lui passe le relais en quelque sorte, en fait. Mm-hmm. Peut-être une dernière question pour terminer cet entretien. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Alors, un des romans qui était à l'origine de ma curiosité pour cette période, et singulièrement pour cette année de 1979, c'est un roman qui s'appelle Gentleman, donc le titre est facile, d'autant plus que le nom de l'auteur, lui, est difficile. Il est écrit par Claes Ostergren, qui est un romancier suédois. Ce livre est assez peu connu en France, mais il est absolument culte en Suède, c'est-à-dire il y a des cafés, des pubs, des groupes de rock qui portent le nom des personnages, etc. Et c'est un roman qui décrit l'aventure, la chronique, on pourrait dire, pendant un an, du 1er janvier au 31 décembre 1979, de deux clochards célestes à la Kerouac dans le Stockholm de cette fin des années 70. Merci beaucoup, Thomas Reverdy. Et merci pour ce livre qui se lit tellement simplement et facilement et qui est tellement riche. Merci beaucoup.